Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans notre cœur du débat. Le 22 mars a été désigné comme la journée mondiale de l'eau par les Nations Unies et chaque année, de nombreuses actions et activités sont organisées à travers le monde afin de mettre en valeur ce qu'on appelle l'or bleu. L'accès à l'eau est plus que jamais un enjeu de société et un combat plus que jamais d'actualité. Nous allons en parler avec nos invités. Je vous les présente. Céline Tellier, bonsoir. Vous êtes entre autres ministre wallonne de l'Environnement. Merci de participer à ce débat. À vos côtés, Aurore Degré, bonsoir. Vous êtes professeur au centre Jean Blou Agrobiotech. C'est l'une des 11 facultés, rappelons-le, de l'Université de Liège. Et vous êtes professeur de physique des sols, notamment, et d'hydrologie. Hydrologie, physique des sols, tout à fait. Absolument. Merci également de participer à ce débat. Franciane Weerts, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chargé de projet au cluster H2O. Alors, c'est un cluster qui a été créé il y a 2 ans et c'est un réseau qui fédère les acteurs wallons du secteur de l'eau. Il est composé d'entreprises, d'administrations publiques et d'acteurs notamment liés à la recherche. Et à la formation également. Et à la formation également, et on va en parler dans cette émission. Merci Benoît Moulin également. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la Société wallonne des eaux. Rappelons que la SWDE, c'est le plus important distributeur d'eau en Wallonie. Vous n'avez donc pas la charge de l'égouttage et de l'épuration des eaux usées. Ça, c'est pour la SPGE. Petit rappel pour nos téléspectateurs. À vos côtés, Gaëtan Kleinen, bonsoir. Vous êtes le chargé de projet au contrat de rivière Amblève-Roure, puisque nous avons réuni dans ce débat les 2 contrats de rivière de notre arrondissement. Merci de participer à ce débat. Et à vos côtés, Joël Stassard, chargé de communication au contrat de rivière Vesdre. Merci à chacune et chacun de participer à ce débat. On va le préfacer à travers cette petite vidéo de lancement. L'eau est une ressource vitale, mais elle n'est pas inépuisable. Chaque année, depuis 1993, la journée du 22 mars est déclarée Journée mondiale de l'eau par les Nations Unies. L'objectif est de sensibiliser à son importance et sa préservation à l'échelle de la planète. Ressource devenue précieuse, l'eau est au cœur de nombreux enjeux. La demande augmente pendant que les ressources diminuent. La Belgique serait le pays d'Europe où le stress hydrique est le plus important. Notre région a connu des phénomènes météorologiques extrêmes liés à l'eau, sous la forme d'inondations dévastatrices en juillet 2021 et peut-être demain avec une sécheresse extrême. Les défis liés à l'eau sont donc nombreux. Quelles actions sont mises en place pour sensibiliser la population à la consommation de l'eau? Comment inciter chacun à réduire sa consommation quotidienne? Faut-il repenser notre usage de l'eau? On en débat ce soir avec nos invités. Bonsoir Céline Tellier, merci de participer à cette émission sur cet or bleu. Et il prend une signification d'autant plus importante ici à Verviers, puisque nous sommes la capitale wallonne de l'eau, faut-il encore le rappeler? Mais oui, il faut le rappeler d'ailleurs, c'est plus que jamais nécessaire. C'est, comme je le disais tout à l'heure, un enjeu de société, il est vital, c'est plus que jamais important d'avoir cette journée de sensibilisation. Oui, je pense que l'eau, c'est évidemment la base de la vie pour notre consommation quotidienne, mais aussi pour le vivant, la nature de façon générale. Donc, en prendre soin, à la fois en termes quantitatifs et en termes qualitatifs, c'est vraiment essentiel. Et donc, ces journées de sensibilisation sont importantes pour rappeler l'importance de l'eau dans notre quotidien, a fortiori dans un contexte de changement climatique. Alors, de quelle eau parle-t-on? Parce que l'eau, c'est l'eau qu'on boit, c'est l'eau qui nous divertit, c'est l'eau qui est dévastatrice et on sait de quoi on parle ici dans notre région. C'est quelle eau? Mais c'est l'eau dans son ensemble. Vous savez, l'eau, c'est un cycle complet qui évidemment se renouvelle. Alors bien sûr, on ne parle pas de la même eau quand on parle d'eau potable, d'eau de surface, c'est-à-dire les rivières, d'eau souterraine également. On doit travailler sur l'ensemble des volets. C'est ce que nous faisons avec les différents acteurs de l'eau, que ce soit les distributeurs, les gestionnaires d'eau potable, ceux qui assainissent également cette eau en aval de notre consommation, qui ensuite retourne dans le cycle de l'eau au niveau des rivières. Donc on essaye vraiment de travailler sur l'ensemble des échelons pour avoir une eau de qualité, que ce soit pour notre consommation, mais aussi pour la protection de l'environnement. Aurore Degré, on fait un petit tour de table. Cette journée wallonne de l'eau, elle prend aussi pour vous une signification particulière et elle arrive à un moment, à la sortie de l'hiver, où l'eau, même dans les sols et dans les sous-sols, est tellement précieuse.
Oui, et peut-être que tout le monde en a vu un peu trop pendant les derniers jours ici, mais c'est vrai que c'est une richesse dans notre région. Et aujourd'hui, effectivement, en sortie d'hiver, nos sols sont gorgés d'eau, ils vont lentement ressuyer cette eau vers les nappes, reconstituer des réserves. Et on peut se dire que pour le moment, on est dans des bonnes compositions, pour démarrer l'année. C'est important de mettre l'accent sur cette ressource-là que, comme la ministre l'a dit, on retrouve partout. Et c'est important pour les jeunes aussi de se rendre compte qu'il y a énormément de métiers et de défis pour l'avenir dans lesquels ils peuvent s'engager pour être vraiment utiles à la société. Donc cette sensibilisation, elle est vraiment importante. On profite de votre présence, Aurore Degré, pour vous demander... Je pense qu'on vous pose chaque fois la même question à la même époque, mais à la sortie de l'hiver, comme je le disais tout à l'heure, les nappes phréatiques, elles ont pu reprendre vie avec l'eau qui est tombée ces derniers temps. On a fait le plein d'eau. Cette année, on est confortable, oui. Ça ne veut pas dire qu'on peut gaspiller, parce que c'est vrai que la protection de la ressource, elle doit avoir lieu tout le temps. Mais c'est vrai que cette année, on est avec des niveaux dans les nappes qui sont confortables sortie d'hiver. On sait que c'est maintenant que la végétation reprend, on le voit, et que l'évaporation va commencer à compenser les pluies. Donc l'eau, au lieu de descendre dans les sols, va commencer à remonter dans les sols. Et donc nos prélèvements vont petit à petit faire baisser les niveaux des nappes. Et on est toujours dans cet équilibre pour le moment, au fur et à mesure de l'année. On recharge les nappes en hiver, on consomme l'eau pendant les périodes estivales. On est dans un bel équilibre qui est un petit peu menacé avec les changements climatiques. Donc il y a un point d'attention majeur par rapport à ça. Et donc c'est vraiment très important tout le long de l'année de protéger la ressource. Voilà, et quelque part, ça va être un peu le fil rouge de ce débat, c'est ne gaspillons pas cette eau qui est si précieuse. Franciane Werth, bonsoir. Vous êtes donc représentante de ce cluster H2O. Alors, pour nos téléspectateurs, rappelez-nous, mais c'est quoi ce cluster H2O qui regroupe différents acteurs? Donc le cluster H2O est le cluster wallon du secteur de l'eau. Comme vous avez dit, ça regroupe du secteur public et privé. Et notre objectif en tant que cluster, c'est de développer l'activité économique de ce secteur-là et de faciliter la vie des opérateurs publics et privés, notamment en faisant du réseautage ou en leur ramenant des informations utiles comme des changements de réglementation, des informations sur des résultats d'études qui ont été menées ou des innovations technologiques qui viennent peut-être de l'étranger aussi, pour que notre secteur reste toujours à la pointe et puisse trouver des nouvelles opportunités de développement aussi économique. Quelles sont les forces précisément de nos acteurs liés à l'eau aujourd'hui? Nos acteurs ont une grande flexibilité et travaillent sur l'ensemble du cycle de l'eau. Donc on connaît bien la distribution et l'assainissement, mais en fait nous avons aussi beaucoup d'experts pour accompagner les entreprises, pour accompagner le secteur agricole et pour accompagner par exemple le secteur de la construction sur comment bien gérer l'eau en termes de quantité et de qualité. Et donc il y a un vrai savoir-faire qui est souvent méconnu. Nous avons beaucoup d'entreprises chez nous et aussi étant au cœur de l'Europe, nous sommes aussi bien informés de ce qui se passe dans nos pays voisins pour trouver des solutions adaptées à chaque situation locale. Benoît Moulin, alors vous, avec la casquette SWDE, là, on va surtout parler de l'eau que l'on consomme, oui. Notamment, hein, bien sûr. Cette journée wallonne de l'eau, pour vous, la SWDE, c'est une formidable opportunité de rappeler l'importance d'une consommation juste et équitable de l'eau. Oui, mais c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler par rapport qu'on peut, d'une certaine manière, se féliciter que le citoyen wallon est sans doute un des utilisateurs d'eau en Europe le plus responsable. Un chiffre que j'aime à citer, c'est que les consommations par raccordement au cours des 20 dernières années ont diminué de 30%. Donc je pense qu'effectivement, cette conscience-là, elle est déjà présente et on peut s'en féliciter. À force de campagne ou à force d'éducation à l'eau ? Mais je pense qu'il y a différents effets. Il y a l'usage assez répandu des citernes d'eau de pluie, il y a l'efficacité des électroménagers consommateurs d'eau, mais je pense qu'il y a aussi une véritable prise de conscience. Oui, et cette journée de l'eau, pour vous, est très, très importante. Hein, évidemment. Bien sûr, en termes de messages. Et puis, on a nos deux acteurs de terrain, j'ai envie de dire, même si tout le monde l'est là où il est, bien sûr, mais avec nos deux contrats rivières, avec Gaëtan Kleinen. Alors, vous représentez le contrat de rivière Amblève-Roure. C'est déjà un contrat de rivière qui a une longue histoire. D'ailleurs, au moins une vingtaine d'années, c'est ça? Oui, l'association existe depuis 2003, si je ne me trompe pas. Oui, rappelez-nous, c'est quoi un contrat rivière? Vos actions, quelles sont-elles? Nos actions sont très multiples, parce que notre objectif, c'est de travailler avec un maximum de partenaires liés à l'eau. Ça va du secteur privé aux communes, à la région wallonne, voire à des riverains et d'autres associations. Donc on a vraiment beaucoup de partenaires différents. Tant qu'on reste dans le domaine lié à l'eau,
Ça va aussi bien de la distribution de l'eau, les cours d'eau, la gestion du point de vue naturel, mais aussi la sensibilisation. D'ailleurs, on parle ici de la Journée internationale de l'eau. Et nous, au contrat de rivière, on va, entre guillemets, un peu plus large. Il faut qu'on organise les journées, donc pas juste une seule, mais pendant plus ou moins 2 semaines, on encourage nos partenaires à organiser des activités sur le thème de l'eau pour sensibiliser la population un maximum. Joël Stassard, vous représentez de votre côté le contrat de Rivière-Vesdre et effectivement, comme dans le département Amblève-Roure, cette journée de l'eau, c'est l'occasion de montrer l'eau sous ses différentes composantes et elles sont forcément nombreuses. Oui, tout à fait. Avec toute une série d'activités que vous avez mises sur pied et qui ont déjà commencé d'ailleurs. Oui, elles ont commencé samedi, en fait, le samedi 16, et elles courent jusqu'au 31. Donc pendant 15 jours, tous les contrats de rivière de Wallonie, pas que nous, nos 2 contrats rivières, font des activités pour essayer de mettre l'eau en avant, l'eau sous toutes ses formes. C'est l'eau qu'on utilise pour faire son ménage, mais l'eau aussi qui est dans une station d'épuration, l'eau qu'on voit dans un ruisseau. Donc c'est au sens large, l'eau. Et est-ce que le public répond ? Est-ce que le public est sensibilisé, selon vous, à cette thématique ? Alors, oui, le public répond, mais on se rend compte que c'est parfois souvent les personnes déjà sensibles qui viennent. Donc on essaye d'aller chercher les autres. Donc les autres, on va les chercher par des animations scolaires, parce que si on sensibilise les enfants, il faut remonter l'information aux parents. Donc voilà, ça fait effet boule de neige. Et puis ce qu'on apprend quand on est petit, on a plus de chances de le garder et de le reproduire une fois qu'on est adulte. Parce que le problème que vous percevez, quel est-il ? C'est un problème peut-être de gaspillage. Voilà, c'est peut-être ça. Et puis, nous, c'est pas que l'eau domestique, c'est aussi l'eau dans les ruisseaux. Donc, il y a la partie déchets. Donc, c'est aussi sensibiliser aux petits déchets pour ne pas qu'ils se retrouvent dans les ruisseaux, qui vont au final se retrouver dans la mer. Donc, c'est une pollution globale dont on souffre tous, en fait. Céline Tellier, c'est très, très intéressant et assez interpellant. C'est qu'il faut encore aller chercher un public pour sensibiliser et peut-être que chacun pourra donner peut-être aussi sa perception des choses par rapport à la population. Est-ce qu'on est suffisamment sensibilisé à l'importance de l'eau pour ne pas la gaspiller ? Je pense que l'eau reste quelque chose d'un petit peu magique. On ouvre le robinet, on a de l'eau qui coule. Et donc on a l'impression que elle vient comme ça, sans qu'il y ait derrière nécessairement tout ce travail réalisé par les acteurs du secteur de l'eau pour, d'une part, évidemment, aller capter cette eau, et puis la traiter, la distribuer, etc. Et puis, en amont de ce travail humain, il y a tout le travail naturel, bien sûr, du cycle de l'eau complet. Donc, c'est vraiment important, je pense, de faire ce travail pédagogique d'explication de ce cycle de l'eau effectivement, au stade de la rivière, qui elle-même, forcément, va continuer ce cycle de l'eau, etc. Et donc, d'où le travail qui a été fait notamment avec, vous savez, ces pavés qu'on a mis parfois sur le sol, ici commence la mer. Voilà, c'est ce genre d'éléments qui permettent aussi de sensibiliser à ce cycle de l'eau, à l'importance de préserver cette ressource en eau. C'est vrai que nous sommes un pays très pluvieux et cet hiver a été particulièrement rechargeant pour nos nappes phréatiques, mais on sait aussi que le stress hydrique augmente dans notre région à cause de ces changements climatiques. Donc cette parcimonie dans l'usage de l'eau doit évidemment continuer, c'est essentiel. Vous percevez chacune et chacun aussi cette différence entre les enjeux et la réalité de terrain qui se concrétise par le fait que certaines personnes continuent à gaspiller. Pourquoi est-ce que le message ne passe pas encore à ce point ? Je peux peut-être dire un mot pour le côté entreprise, puisque nous faisons aussi de la sensibilisation avec des entreprises qui ne sont pas du secteur de l'eau, donc d'autres utilisateurs. Et on se rend compte que l'eau est invisible, comme Madame la Ministre l'a dit. Une entreprise qui me dit « Ah, mais je ne suis pas concernée par l'eau, je n'en utilise pas ». Alors c'est des bureaux, mais il y a quand même tout bâtiment consomme de l'eau ou a de l'eau ou de l'eau de pluie à gérer sur son site. Ou quand on travaille, on parle à des éco-concepteurs de nouveaux produits. Ils pensent à l'énergie, ils pensent aux matières premières à utiliser, à recycler. Mais ils ne se posent pas la question de l'eau. Et donc, au niveau des professionnels, il y a encore une visibilisation de l'eau à faire découvrir. Et en fait, en travaillant avec du grand public, avec des publics scolaires ou autres, ce sont aussi derrière des travailleurs qu'on sensibilise et qui pourront ramener des messages dans les entreprises, ne serait-ce que, par exemple, dans une école, penser à signaler quand une chasse d'eau coule, parce que ça peut rester des semaines, des mois, avec des pertes en eau, parce qu'on ne sait juste pas à qui signaler une fuite d'eau. Et c'est pareil dans les entreprises. Et c'est pareil dans les entreprises. On parle de surconsommation, Benoît Moulin ?
Alors, moi, je voudrais nuancer le terme de gaspillage. En tout cas, je dirais, en ce qui nous concerne et de notre côté, il y a une notion qui devient très importante, qui devient une notion stratégique pour laquelle, par ailleurs, nous avons des engagements vis-à-vis de la région wallonne. Et ça rencontre d'ailleurs une volonté au niveau gouvernemental qui est l'amélioration de la performance des réseaux, c'est-à-dire la réduction des fuites sur les réseaux. Alors, est-ce que c'est du gaspillage ? En tout cas, c'est une problématique qui est aussi parfois liée à l'ancienneté des réseaux. Et donc, nous avons mis en place à la SW2 une stratégie. Nous la proposons désormais à l'ensemble des distributeurs d'eau et ça permet d'éviter, si vous voulez, que de l'eau qui a été captée et traitée n'arrive pas jusqu'au robinet des consommateurs. Et nous avons un deuxième volet qui est un volet vis-à-vis des communes. Nous avons mis en place un service et qui fonctionne bien. Il y a 50 communes qui y ont déjà adhéré et on espère qu'elles vont encore se multiplier, qui est un système qui s'appelle EasyConso et qui permet à ces communes de se rendre compte immédiatement si elles ont des pertes d'eau sur leurs installations, cette fois-ci sur leurs bâtiments. Et vous avez des communes qui ont relié au système EasyConso, qui ont relié des centaines de compteurs. Et ce sont des millions de litres aussi qui sont économisés. Ça, fondamentalement, c'est notre participation, si vous voulez, à l'effort collectif de gestion durable et raisonnable de la ressource. Est-ce que pour moins surconsommer, il faut faire payer plus cher l'eau ? Alors c'est le débat forcément sur le coût de l'eau. Et est-ce qu'en demandant un coût plus important, est-ce qu'on ne va pas sensibiliser davantage ? Question. Je ne suis pas favorable à cela parce que l'eau reste un bien de première nécessité avec des enjeux de dignité humaine qui sont très importants. On a d'ailleurs fait un travail important durant cette législature pour lutter contre ce qu'on appelle la précarité hydrique, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas accès à l'eau pour des raisons économiques. Et on a fait un travail notamment avec les distributeurs pour arrêter, ou en tout cas réduire très, très largement l'utilisation de ce qu'on appelle les limiteurs de débit d'eau qui sont parfois utilisés lorsque les personnes ne payent pas leurs factures. C'est vraiment important d'accompagner les personnes dans ces cas-là, notamment à lutter contre les fuites. On a dégagé des moyens aussi en ce sens pour éviter des factures d'eau qui soient très très importantes pour des raisons en fait de fuite. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement le prix qui va intervenir dans le fait de gaspiller ou pas, c'est, je pense, vraiment la conscientisation de la valeur intrinsèque de l'eau et du fait que pour certains usages, on n'est pas nécessairement en nécessité d'utiliser de l'eau potable, par exemple. Avoir recours à l'eau de pluie, promouvoir aussi, on le sait, l'installation des citernes à eau de pluie, pour toute une série d'usages qui ne sont pas alimentaires, c'est vraiment important aussi pour se dire, ben voilà, dans certains cas, on n'a pas besoin d'utiliser une eau qui a été traitée, qui a été, qui a fait l'objet de... Dans quel cas, par exemple, notamment imaginer pour tout ce qui est, par exemple, machine à laver ou autre. On sait que les personnes qui ont déjà aujourd'hui des citernes à eau de pluie permettent de réduire leur facture d'eau d'une part et d'éviter d'avoir traité pour les toilettes ou autres aussi des eaux avec des produits qui sont aussi nécessaires, qui ont un coût environnemental et économique. Voilà, ce sont des choses, je pense, une réflexion globale que nous avons et que nous devons continuer à avoir avec les opérateurs de l'eau pour distinguer aussi, en fonction des usages de l'eau, le niveau de qualité d'eau qui est nécessaire. On a aussi une réflexion, par exemple, pour réutiliser des eaux usées pour des usages industriels, plutôt que d'avoir une eau qui soit totalement purifiée. Voilà, ça fait partie des projets qu'on a, notamment dans le plan de relance, pour avoir un usage de l'eau qui soit plus raisonné, avec de la réutilisation aussi, dans une forme d'économie circulaire de l'eau. C'est aussi un concept novateur qu'on veut soutenir. Très important et très intéressant. Benoît Moulin et peut-être les autres intervenants. C'est vrai que l'eau, elle est utilisée, elle est purifiée, mais elle sert à tout. Elle sert pour sa chasse d'eau, elle sert pour peut-être éteindre un incendie, que sais-je. Alors, il y a aussi le volet, tout ce qui est sur papier peut paraître très simple, et puis il y a le principe de réalité. Et donc, si vous comptez le réseau de la SW2, si vous faites le total de toutes nos canalisations, c'est 40 000 km de conduite. On ne sait pas dédoubler le réseau, vous voyez. Donc, c'est là aussi qu'il y a un vrai défi de réflexion et d'organisation. Quand on parle aussi d'une utilisation plus circulaire, on peut aussi se vanter, en Wallonie, d'avoir été un petit peu pionnier dans cette manière d'envisager la gestion des ressources en eau, puisque depuis 20 ans aussi, nous mettons en place des unités de traitement qui permettent de récupérer les eaux évacuées par les carrières.
c'est une certaine forme, si vous voulez, de recyclage de l'eau évacuée par un processus industriel. Mais c'est 20 millions de mètres cubes d'eau par an qui sont comme ça, alors que sinon elles seraient rejetées dans la nature, qui sont récupérées. Et c'est donc autant de volumes qui ne sont pas puisés directement dans les nappes pour, en plus de l'activité carrière, assurer la distribution d'eau. Donc c'est une logique qui est déjà en place de manière assez pionnière en Wallonie de ce point de vue-là. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres projets, et le cluster H2O pourrait certainement un peu plus les détailler, pour aller aussi dans ce sens-là. Et là, on est, indépendamment des efforts que chacun peut faire individuellement, on est quand même sur des leviers qui concernent des volumes très importants. Oui, François Nuer, vous voyez réagir. Oui. On voit le secteur public et effectivement, au niveau des experts de l'eau, notamment en traitement, la question de la réutilisation de l'eau est aussi au cœur des préoccupations. Et on sent qu'au niveau industriel des entreprises, il y a aussi une demande de réutiliser cette eau-là, de voir ce qu'on peut faire des eaux traitées, par exemple pour l'agriculture, de ce qu'on peut réutiliser sur site. On a par exemple un projet pilote financé dans le cadre de Circulaire Wallonia avec une entreprise Anatis et l'entreprise Éloi, qui est d'adapter un traitement d'eau de manière à réutiliser l'eau directement dans une entreprise agroalimentaire et en plus de ça, en récupérant de l'énergie dans ce traitement-là. Et donc là, on boucle la boucle, on utilise moins d'eau et en même temps, on est plus neutre en consommation d'énergie, ce qui a aussi un impact environnemental. On sent l'enjeu, Aurore Degré, et peut-être votre réaction par rapport à cela, mais ça paraît tellement évident qu'on ne va pas utiliser de l'eau purifiée pour faire tout et n'importe quoi. Ça paraît évident, et d'autant que les usages... On parlait tout à l'heure de la difficulté de mettre en œuvre les choses. Ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte que chaque action individuelle sur chaque endroit du territoire est pertinente et que c'est un cumul de ces actions qui va permettre quelque part de garantir notre approvisionnement en eau aujourd'hui et demain. Paradoxalement, les contrats de rivière qui s'appellent rivières travaillent sur l'ensemble du bassin versant des cours d'eau d'ailleurs. C'est bien pour ça, c'est vraiment ça qui est important. Le bassin versant, c'est toute la zone du territoire qui amène l'eau vers la rivière et qui fait partie du cycle hydrologique. Aujourd'hui, on l'a dit, on a un certain équilibre dans nos régions. On l'a dit, on est relativement confortable ici au sortir de cet hiver pluvieux pour entamer la saison. Mais demain, on ne sait pas de quoi il retourne. On sait qu'on va avoir des précipitations de plus en plus intenses, peut-être plus de pluie, mais sur des temps très courts, et des périodes de sécheresse vraiment très très longues. Et donc, on doit se préparer. Il y a un véritable enjeu aujourd'hui déjà pour protéger la ressource, mais il sera encore plus important demain d'arriver dans nos entreprises, dans nos collectivités, dans les milieux naturels, à avoir suffisamment d'eau pour les processus de base. On n'est pas encore, je pense, conscient de tous ces défis. Je sais que la région ici a été témoin d'inondations catastrophiques et les gens ici ont probablement plus cette conscience-là que dans le reste de la Wallonie. Mais demain, au-delà des inondations, on aura aussi des périodes de sécheresse longues et sévères. Et c'est tout au long de l'année qu'il faudra travailler pour pouvoir s'y préparer. Donc ces initiatives au niveau des collectivités, au niveau des maisons, au niveau des entreprises, qui visent à réutiliser l'eau plusieurs fois, qui visent à l'utiliser en fonction de son niveau de qualité, c'est vraiment primordial et c'est absolument encouragé et à développer. Réaction de nos acteurs de terrain par rapport à cela. Est-ce que ce que Aurore Degré vient d'expliquer, est-ce que vous sentez votre public réceptif? Ou est-ce qu'il y a encore cette notion, j'ouvre mon robinet, c'est facile, j'ai de l'eau pour faire tout et n'importe quoi, je remplis ma piscine, je la bois éventuellement? Il y a les deux, malheureusement. Il y a ceux qui sont conscients et ceux qui ne sont pas encore assez conscients. Donc le travail est encore à faire et il est encore à faire pendant un certain temps. J'espère que le temps sera réduit, mais... oui, il est encore à faire. Et cette relation à l'eau qu'Aurore Degré explique au sortir des inondations qui ont impacté terriblement notre population, et visiblement on a une sensibilité à l'eau qui est un petit peu différente, peut-être dans d'autres régions du pays. Vous la percevez également, chacune et chacun, ou pas? Moi, je peux dire que les riverains, par des temps comme il a fait ces jours-ci, les riverains frontaliers des rivières, ils ont peur. Ils sont vraiment ils sont anxieux, ils regardent le niveau, les repères ne sont plus les mêmes qu'avant les inondations, puisque la rivière a changé, le lit de la rivière a changé, donc leurs repères ont disparu. Je sais que, pour citer une commune, Chaudfontaine, il y a un employé du service travaux, il m'a dit « Moi, j'ai perdu mes repères, je ne sais plus à quoi je dois me fier pour faire sortir mes ouvriers. » Il va falloir un temps d'adaptation pour se dire « Ah oui, voilà, la rivière a changé, le nouveau repère, il est là. » Donc l'eau fait peur? L'eau fait peur à certains. Pas à tous, mais l'eau fait peur. Ceux qui l'ont subi vraiment très très fort en 2021, ils en ont peur.
Ouais. Vous percevez cela aussi, Gaëtan Kleinen? Disons qu'au niveau de l'Amblève, on a moins de communes que la Vesdre qui a été touchée. Mais effectivement, au niveau de la partie basse de l'Amblève, où il y a eu des inondations assez importantes, le constat est le même. Oui, c'est terrible, ce rapport à l'eau, parce qu'on parle des journées wallonnes de l'eau, c'est festif, ce sont des animations, c'est assez récréatif, et pourtant, il y a derrière, et surtout chez nous, Céline Tellier, derrière le mot « eau », il y a de la peur. C'est normal, des personnes qui ont été inondées avec parfois des niveaux d'eau qui montaient au premier étage de leur habitation. C'est clair qu'ils ont, et vous avez tout à fait raison, la peur au ventre encore aujourd'hui quand on a des pluies importantes. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu travailler, j'ai envie de réagir aux propos de Madame Degré, à la fois sur la prévention de ces nouveaux risques d'inondation. On sait que les changements climatiques aujourd'hui, ils font malheureusement partie de notre quotidien. On est quasiment à 1,5 degré de réchauffement climatique. Malheureusement, la chose s'aggrave si on ne prend pas le taureau par les cornes à cet égard. Donc on doit vraiment réduire nos émissions de CO2 et en même temps préparer notre territoire à ces changements climatiques. Avec 2 grands volets, mais il y en a d'autres. Le volet effectivement inondation et puis le volet sécheresse. Parce qu'on sait aussi aujourd'hui que dans les modèles climatiques qui sont à venir et que les scientifiques nous présentent, le risque de sécheresse est aussi, et peut-être même plus important, en particulier sous la prochaine décennie. Donc on a vraiment enclenché les choses au niveau de la région wallonne, avec à la fois ce travail de reconstruction de la vallée de la Vesdre, qu'on veut vraiment comme un laboratoire de la résilience et de la robustesse de notre territoire face à ces risques climatiques. Ça exige, c'est vrai, des différences et des évolutions de la culture du risque dans le personnel des administrations communales, chez les citoyens, d'avoir des nouveaux repères parce qu'on va changer aussi peut-être un peu la rivière, on va lui laisser plus de place pour éviter qu'elle aille inonder en aval lorsqu'il y a des crues importantes. Et puis sur le plan de la sécheresse, on a travaillé avec les acteurs de l'eau déjà en 2021 à une stratégie relative à la sécheresse en 3 grands axes. Un premier axe qui veut vraiment garder l'eau finalement le plus longtemps possible, la faire percoler doucement vers les nappes phréatiques, notamment avec des processus de végétalisation de notre territoire, garder un couvert végétal, éviter l'évaporation dont parlait Mme Degré tout à l'heure au niveau agricole par exemple. Un deuxième axe qui est vraiment plutôt l'idée de gérer la demande, notamment prioriser les usages de l'eau en cas de crise. C'est pas quand on manque d'eau qu'il faut se poser la question de est-ce qu'il faut arrêter effectivement l'une ou l'autre activité. C'est un peu comme en matière énergétique. Est-ce qu'on continue à faire rouler les trains ou pas lorsqu'on a vraiment un manque énergétique important. Donc c'est un décret qui a avancé au niveau du gouvernement. Et puis le travail aussi sur, on l'a dit, la lutte contre les fuites, etc. Et puis un dernier axe qui est vraiment celui de mieux répartir la ressource en eau avec un projet majeur d'investissement des autoroutes de l'eau porté par la SE2 pour l'ensemble des distributeurs. C'est important de le dire parce qu'on sait que cette ressource, elle est globalement bonne au niveau de la région wallonne, mais elle est parfois mal répartie. On peut avoir des régions, je pense à Rochefort par exemple, ou à d'autres régions, où on a, pour des raisons touristiques, d'évolution de la population ou pour des raisons géologiques liées à la caractéristique de sol, des différences d'accès à l'eau qui sont importantes. Donc l'idée de ce projet, c'est vraiment de mieux distribuer la ressource en eau. Et on a encore récemment inauguré à Bourrin une nouvelle section de ces autoroutes de l'eau. Ça évite de devoir approvisionner en camions, citernes, tous les jours, des communes qui, malheureusement, souffraient de risques de sécheresse. Oui, et chez nous, on est concernés. On a encore des régions, des villages, Benoît Moulin, du côté de Stavelot notamment. Oui, mais en fait, alors vous êtes concerné aussi à Verviers parce qu'un des ouvrages stratégiques dans cette stratégie globale, c'est notamment la station Stambert couplée à la station du barrage de Penne qui vont permettre notamment qui ont permis de sécuriser Stavelot. Et cette liaison Stambert-Stavelot, elle va être prolongée jusque Vielsalm, qui est une de ces communes qui connaît des difficultés récurrentes tous les étés parce qu'au niveau local, le rendement des captages locaux diminue dès que les températures s'élèvent et quand, effectivement, l'activité touristique génère des surconsommation par rapport à la consommation habituelle. Et donc, effectivement, le principe des autoroutes de l'eau, c'est cela. Vous avez Eupen, Stambert qui sont des réserves abondantes et qui peuvent fournir plus que ce qu'elles ne fournissent pour le moment, qui viennent à ce moment-là en sécurisation des zones où il y a des problèmes. Sécheresse, inondation, on vient d'en parler, Aurore Degré, ce qui amène du stress par rapport à l'eau. Alors il y a cette notion, et ça vous a fait réagir d'ailleurs en début d'émission, le stress hydrique. Alors expliquez-nous pourquoi est-ce qu'on parle de la Wallonie concernée par ce stress hydrique, est-ce vrai ou pas ?
Alors, quand on parle de sécheresse, en fait, il y a différents types de sécheresse. On peut parler d'une sécheresse météo quand il ne pleut pas pendant très longtemps. On entend parfois, début de saison, parler de sécheresse agricole, quand on a de l'eau, les sols en surface qui s'assèchent, les racines des plantes qui ne sont vraiment pas encore très profondes, et donc elles souffrent alors qu'il y a de l'eau dans le sol, mais ne sont pas encore en capacité de prélever. Donc là, on parle de sécheresse agricole. Puis la sécheresse hydrologique, c'est quand les niveaux d'eau dans les nappes baissent de manière critique. Et dans votre séquence de lancement, effectivement, vous mentionniez le fait que la Wallonie est pointée comme une région où le stress hydrique est parmi les plus importants. Et là, ça pose vraiment toute la question des indicateurs dont on se sert pour caractériser le cycle de l'eau. Cet indicateur que vous relevez en particulier... Des Nations Unies. Voilà, oui. Comptabilise le prélèvement d'eau dans les cours d'eau qui est utilisé pour refroidir les centrales. Cette eau qui pourtant en grande partie est rejetée vers ces mêmes cours d'eau, avec une certaine hausse de température, mais ça c'est a priori maîtrisé. Mais la quantité d'eau n'est pas effectivement prélevée, c'est utilisé en refroidissement et puis c'est rejeté dans la rivière. Et donc cet indicateur, il semble assez négatif pour notre région, mais en réalité, il cache un retour à la rivière qui est bien réel. Donc il est un petit peu fallacieux peut-être pour la région ici, on n'est pas à ce niveau-là de stress. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire et qu'on est confortable. Attention, je le répète, on doit aujourd'hui s'assurer de mieux gérer les ressources en eau dont nous disposons et se préparer au fait que demain, effectivement, comme ça a déjà été dit, le risque de sécheresse est potentiellement beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Vous savez, dans les prévisions climatiques qu'on nous annonce, il y a une double peine quelque part, des risques d'inondation, de pluie intense très importante qui pourraient arriver jusqu'à 2 fois d'ici 2050 l'événement qui a été vécu en 2021. Et par ailleurs, si le réchauffement climatique continue, et c'est la voie que nous suivons aujourd'hui, et on est dépendant du reste du monde par rapport à ça, même si on fait des efforts au niveau de notre région, on est dépendant du reste du monde, eh bien, ce sont les sécheresses qui seront l'enjeu le plus important dans notre région. Donc, tous les secteurs doivent s'adapter, tous les secteurs doivent chercher à économiser l'eau au maximum. Et là, il y a un danger, il y a un risque de parfois maladaptation ou d'adaptation qui semble un peu facile. Et donc, on devra vraiment, demain, arriver à mettre autour de la table l'ensemble des usagers de l'eau pour faire les bons choix et les bons arbitrages en termes de priorisation, mais aussi en termes de type d'adaptation. Benoît Moulin, oui. Moi, je peux confirmer qu'il y a en fait une unanimité dans les milieux académiques, mais au niveau des opérateurs de l'eau, au niveau de l'administration régionale et au niveau gouvernemental sur effectivement... Ce qu'il faut juste bien comprendre, c'est que on va sans doute, les effets du changement climatique ne vont pas faire qu'on va avoir moins de quantité d'eau qui va nous tomber dessus, mais que la nature des précipitations sera peut-être, parce que si vous avez des grosses pluies sur un temps très court qui tombent sur un sol très sec, eh bien, ça ne permet pas une bonne percolation des chutes de pluie. Donc, les volumes vont rester les mêmes, mais ils seront moins favorables à la recharge et pourraient aussi provoquer des incidents tels qu'on a connus dans la vallée de la Vesdre. Et donc, c'est évidemment cela. Alors, c'est pas sûr que ça va se produire, mais c'est en tout cas un scénario probable, et tout le monde s'accorde pour dire qu'il est probable, et donc il faut l'anticiper, évidemment. Et si je peux me permettre, pour rebondir sur ce propos-là, la bonne nouvelle, de l'autre côté, c'est qu'il y a des solutions qui peuvent être utiles à la fois en période de sécheresse et en période d'excès d'eau. Ces solutions-là, essentiellement, sont les solutions qui sont basées sur la nature. Tout ce qui est effectivement végétalisation, enracinement plus profond, mélange, donc variété au niveau des cultures, variété au niveau des forêts, variété au niveau de toutes les zones plantées, parce qu'on peut imaginer des zones plantées en ville aussi. Tout ça, c'est de nature à favoriser l'infiltration, à favoriser aussi l'évaporation. Et ça, en période de chaleur, c'est important, parce que ça veut dire que ça refroidit, ça consomme de l'énergie, donc ça refroidit. Et donc, ces solutions basées sur la nature, eh bien, elles sont utiles des deux côtés. Elles sont utiles à la fois en période d'excès d'eau et en période de manque d'eau. Elles rendent vraiment le double service. Pour moi, elles sont vraiment à privilégier en toute première priorité. Et puis il y a cette eau, Céline Ténier, je me tourne vers vous, il y a aussi l'eau que l'on consomme. Et ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que au jour d'aujourd'hui, force est de constater, même si vous êtes en train de le faire, on ne boit pas assez d'eau. Comment faire en sorte que demain, nos jeunes, nos adultes boivent plus facilement l'eau qui sort du robinet? Je crois que c'est 63%, si je ne me trompe, on ne boit pas le litre et demi recommandé par jour.
1 sur 3 n'avale même pas un demi-litre, et je pu lire en préparant cette émission, mais c'est à peine croyable. Enfin, je me mets moi-même dedans, hein. Bien sûr, je ne sais pas si je bois ce qu'il est recommandé. Comment faire en sorte qu'on puisse améliorer cela? Là, on est davantage sur un enjeu de santé publique. Absolument. Pour effectivement assurer la bonne hydratation. Donc voilà, je ne vais pas m'improviser ni médecin ni ministre de la Santé, mais c'est clair que c'est important de rappeler que l'eau du robinet est de bonne qualité, d'excellente qualité même. C'est vrai qu'on a eu la question des PFAS, vous avez certainement parlé, donc je me permets de l'anticiper, il y a quelques mois, qui a secoué et qui a pu créer un certain doute dans la qualité de l'eau. Je tiens vraiment à rappeler que l'ensemble des acteurs de l'eau font un travail considérable pour assurer une excellente qualité de notre eau du robinet. On a vu d'ailleurs récemment des études qui montraient qu'il y avait parfois plus de polluants dans de l'eau en bouteille que dans de l'eau du robinet. Donc c'est vraiment important de rappeler qu'on a une eau de très bonne qualité chez nous, qu'on a aussi monitoré, donc on a surveillé l'ensemble des zones de distribution durant l'automne dernier, notamment sur cet enjeu des PFAS dont on a beaucoup parlé. Et aujourd'hui, sur les 640 zones de distribution, une seule, du côté de Nandrin-Modave, avait fait l'objet d'un dépassement au-delà du cas historique de Chièvre que vous connaissez bien. Et donc c'est extrêmement suivi par les acteurs de l'eau. Les directives politiques ont été données évidemment en la matière. Donc aujourd'hui, je veux vraiment avoir un propos très rassurant par rapport à la population. Toutes ces données sont accessibles en ligne. Elles peuvent être évidemment consultées sur l'ensemble des mesures qui sont faites en matière de polluants de l'eau pour s'assurer que l'eau que nous consommons au quotidien, moi je bois exclusivement de l'eau du robinet aussi, est vraiment une eau de très grande qualité. Je vous le dis, c'est de l'eau du robinet. Voilà. Benoît Moulin, que de chemin parcouru depuis effectivement l'affaire des PFAS. Ça, quelque part, ça a conscientisé aussi sur l'importance de s'assurer d'une eau de qualité quand on ouvre le robinet. Oui, il faut savoir que l'eau du robinet reste la denrée alimentaire la plus contrôlée en Wallonie. C'est important. Si je prends, parce que j'ai du mal à m'exprimer pour les autres, mais si je prends l'exemple de la SW2, nous effectuons au minimum 20 000 prélèvements d'échantillons par an sur lesquels nous analysons environ 200 paramètres. Donc ça fait plus d'1 million d'analyses tous les ans pour vérifier si il y a quelque part un risque éventuel de dépassement des normes en vigueur. En ce qui concerne les PFAS, il faut quand même rappeler une chose, c'est que c'est une norme qui entre en vigueur en 2026. Nous sommes 2 ans avant. Et elle est appliquée. Elle est déjà respectée. Et je peux vous dire que par ailleurs, par rapport à ce qui a été monitoré à la fin de 2023, là où on a détecté des mesures de PFAS, mais inférieures à cette norme, qui n'est toujours pas d'application, mais on fait comme si elle l'était, la situation est même encore en train de s'améliorer en beaucoup d'endroits. Donc voilà. Rappelez-nous, la norme, c'est 100 nanogrammes par litre pour la somme de 20 PFAS qui sont en réalité les 20 PFAS qui sont désormais détectables. Et donc cette norme est aujourd'hui applicable, mais vous allez même au-delà. Elle est respectée partout sur l'ensemble des réseaux en Wallonie. Elle est sur le réseau de la SW2 et il y a des endroits où nous avons mis en vigueur par ailleurs des traitements supplémentaires qui permettent d'encore améliorer la situation. Une question essentielle, et je disais tout à l'heure que l'eau c'est un enjeu de société. Comment faire en sorte, Céline Tellier, que demain l'eau soit accessible à un public plus marginalisé, plus précarisé? Force est de constater aussi que ce public n'a pas nécessairement accès facilement à l'eau. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment l'enjeu de l'accès à l'eau pour tout le monde, finalement, que ce soit à domicile ou dans l'espace public. Donc sur la question du domicile, comme j'exprimais tout à l'heure, on a travaillé à lutter contre ce qu'on appelle la précarité hydrique, en donnant vraiment un soutien aux personnes qui ont du mal à payer leurs factures d'eau. On a renforcé le Fonds social de l'eau qui permet des interventions sur cette facture d'eau. On a fait venir des sanitaristes spécialisés pour résoudre les problèmes de fuite chez les personnes qui avaient du coup des factures d'eau parfois exorbitantes. Donc ça, c'est vraiment la question de la consommation à domicile. Et puis, il y a l'accès à l'eau pour les personnes qui sont dans l'espace public, soit des personnes sans domicile fixe, mais ça peut être aussi, bien sûr, des touristes ou d'autres personnes. Et dans un contexte de canicule potentiellement plus importante, c'est d'autant plus crucial d'avoir cet accès. Donc, dans notre stratégie sécheresse, il y a aussi ce volet d'accès à l'eau via l'augmentation des fontaines publiques, par exemple. Ce sera un des axes importants que nous voulons
soutenir pour faire en sorte qu'on retrouve finalement cet accès à cette présence de l'eau dans l'espace public, sans doute qui va aider aussi la sensibilisation du grand public sur cette question de visibiliser la valeur de l'eau. Je pense que c'est important aussi pour permettre à chacun de s'hydrater dans des cas de canicule qui risquent de se reproduire. Le retour des fontaines publiques, elles ont pourtant disparu de notre territoire. Est-ce que ce n'est pas Namur, Benoît Moulin, qui a un projet pilote là, de remettre en route ces fontaines d'eau publique? Oui, alors ça pourrait percoler. Hein. Il y a une chose en tout cas que je peux dire, c'est que nous fournissons l'élément indispensable à l'alimentation de ces fontaines publiques. Est-ce que pour le reste, c'est une obligation du distributeur d'eau ou bien c'est une initiative au niveau local? Tout cela doit faire effectivement l'objet un peu d'une mise en œuvre. Mais effectivement, il y a des expériences à Namur, mais ce sont des infrastructures communales, si je puis dire. Oui, en parlant d'infrastructures, de votre côté, au niveau du cluster, vous vous intéressez aussi à l'état de nos infrastructures liées à l'eau, à travers les entreprises et notamment les administrations. Qu'en est-il ? Où doit-on encore faire les efforts nécessaires? En termes d'infrastructure, il y a toute la partie, effectivement, viabilité du réseau et recherche de fuite. Et comme on l'a signalé, ça se fait à tous les niveaux, réseau public, mais aussi à l'intérieur de tous les bâtiments ou même des sites industriels. On a aussi du travail au niveau des infrastructures de traitement des eaux, donc qui doivent aussi être pérennisées. Et on a aussi des normes européennes qui vont se durcir en termes de traitement des eaux, notamment au niveau des polluants. Et donc, il y a besoin de renforcer à la fois les stations d'épuration publiques, mais également au niveau des entreprises aussi, les aider à améliorer leur gestion de l'eau. Et donc ça passe par de l'innovation. Donc il va falloir trouver des moyens de mesurer aussi, de pouvoir mesurer au quotidien les teneurs de polluants qu'on cherche à traiter pour pouvoir avoir le traitement adapté. Et puis derrière, d'avoir toutes les technologies de traitement de ces polluants. Il y a déjà toute une série de technologies qui existent, qui sont mises en œuvre. On en a parlé pour le charbon actif, pour l'eau potable. Mais sur les eaux usées, il y a aussi ce type de traitement et d'autres qui doivent encore être développés, améliorés. Et les acteurs du secteur de l'eau sont en train de travailler, ça fait déjà longtemps que le secteur est conscient de cette thématique-là, mais ont des groupes de travail actuellement aussi pour créer des projets communs, pour débloquer ces situations et répondre de mieux en mieux aux normes européennes qui arrivent. Parce que qui dit cluster dit recherche, et dit recherche dit certainement projets innovants. Il y en a qui sont en route? Et notamment ce groupe sur les micropolluants, justement, ils sont en train de monter des projets. Donc là, il n'y a pas encore un projet complètement ficelé, mais ils viennent de lancer la démarche. J'ai parlé tout à l'heure de ce projet de traitement des eaux qui permet de réutiliser en interne et de consommer de l'énergie. On a également une étude qui est en cours aussi pour voir comment, dans les boues d'épuration qui captent une série de micropolluants, enfin de polluants, on peut aller rechercher par exemple des matières premières qui pourraient être réutilisées dans d'autres secteurs. Ça peut être des métaux, ça peut être de la cellulose, des polymères qui sont à l'heure actuelle éliminés souvent en incinérateur dans les boues, mais qui en fait pourraient resservir dans d'autres filières économiques wallonnes. Selon vous, Aurore Degré, les défis de demain, quels sont-ils? Vous avez parlé effectivement de l'importance de ne pas gaspiller. C'est là l'enjeu, c'est le. Ça fait partie des enjeux, c'est sans doute pas le seul. En vous écoutant, je me dis, on entend ce retour aux fontaines publiques que vous mentionniez. Oui. Dans le domaine agricole, on entend souvent dire vous nous faites remettre des haies alors qu'on les a arrachées dans les années 60. Et quelque part, ça suscite l'idée que c'est un certain retour en arrière, que de se préparer mieux finalement à ces évolutions de nos territoires. Je pense qu'il faut pas hésiter à dire qu'on doit aller plus loin. Que demain, nos territoires ils doivent devenir beaucoup plus résilients, résistants à des sollicitations qu'on n'a jamais connues aujourd'hui. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Et les enjeux, ils touchent tous les secteurs. Ils touchent l'agriculture, ils touchent la foresterie, ils touchent l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la construction. Ils touchent vraiment toutes les citoyens, toutes les citoyennes et toutes les entreprises. Et on doit vraiment collectivement arriver à construire une nouvelle manière de fonctionner ensemble. Et je pense qu'il y a par ailleurs d'autres enjeux que l'eau qui doivent s'intégrer avec cela. Vous savez, on vient de terminer une étude dans laquelle on a quantifié toutes les mesures qui avaient été proposées dans le schéma stratégique d'aménagement du bassin versant de la Vestre, pour voir ce qui est efficace, ce qui l'est un peu moins, pour arriver à mettre un peu des chiffres sur toutes ces mesures. Et maintenant, collectivement, avec les cabinets, avec l'administration, ce qu'on voudrait, c'est vraiment mettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour faire les liens entre notre regard, qui est un regard vraiment centré sur l'eau,
et tous les autres aspects, les aspects de charge de travail, les aspects de coûts énergétiques, les aspects de ressources éventuellement ou de filières économiques. Et donc on se rend compte qu'en fait c'est vraiment toute une transformation sociétale qui doit se mettre en œuvre. Il n'est pas trop tard, mais il est temps de s'y mettre et il est vraiment le temps que tout le monde soit persuadé de la nécessité de cette transformation sociétale. C'est vraiment extrêmement enthousiasmant parce que des solutions, il y en a, des idées, il y en a, du savoir-faire, il y en a. Et donc, il faut pas non plus avoir peur et ne penser qu'aux risques. Il faut penser aux solutions. Et vraiment, il y a moyen que collectivement, dans notre région, et en s'inspirant d'expériences qui viennent d'ailleurs, notamment du Sud, où ces périodes de sécheresse sont très, très bien gérées et bien connues, il y a vraiment moyen dans notre région collectivement d'aller de l'avant et de créer de l'emploi et de créer vraiment une société qui est beaucoup plus performante par rapport à l'eau, mais par rapport aussi à plein d'autres enjeux. Je crois que c'est vraiment un message encourageant que je voudrais donner. Il y a des solutions, certaines fonctionnent, il y a des co-bénéfices vraiment très importants qui peuvent être liés à ces solutions, et donc vraiment il faut aller de l'avant. Que de messages encourageants, Joël Stassard, pour votre public qui participe et qui participera demain à vos activités et à vos actions. Elles sont nombreuses dans votre contrat, plus de 560 actions, c'est ça qui ont été listées? Non, il y a plus de 300 actions dans toute la Wallonie. Pardon, oui, donc, 560. je ne voudrais pas... nous, dans objectif futur. Voilà. On en aura peut-être 560 dans les prochaines années, mais pour le moment, voilà. Nous, mais ce que vous inspire, en tout cas, ce débat, c'est il y a énormément de messages à faire passer auprès de la population. Oui, tout à fait. Et dans toutes les directions. Donc oui, c'est bien. Et voilà, le travail doit continuer à tous les niveaux. Oh, c'est l'occasion peut-être d'ici, dans les prochains jours, de détailler l'une ou l'autre activité possible dans votre contrat Rivière-Vesdre pour ces journées wallonnes de l'eau. Oui, vous en avez une ou l'autre à épingler? On va avoir jeudi un atelier, je mets mes lunettes, je vous en prie. Un atelier pour fabriquer ces potions pour le potager en fait. Donc c'est des trucs et astuces de grand-mère on va dire pour utiliser des produits naturels pour faire pousser ces légumes de manière plus correcte, plus respectueuse de l'environnement. Donc ça c'est un atelier qu'on fait, mais on le reproduit sur 4 de nos communes. Donc voilà, ça c'est une chose. Sinon, il y a dimanche à Sprimont, il y a un spectacle pour les familles, donc avec des animations. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Foyer culturel de Sprimont, il y a encore des places. Donc voilà, avec le contrat Rivière en Blève qui fait aussi des animations après l'atelier et avant l'atelier. Voilà, pour 2 activités, des journées wallonnes de l'eau. Sinon, il y a des balades libres, des balades guidées. Donc voilà, une foultitude d'activités. Et du côté de Amblève-Roure, c'est Kleinen. Oui, donc nous, on a une 20aine d'activités. Donc, comme Joël vient de le dire, une partie fait en collaboration avec la Vesdre. On a quelques-unes aussi en collaboration avec la Moselle. En plus de cela, on fait aussi des animations dans les écoles, principalement le primaire, pour les sensibiliser aux gestes du quotidien qui peuvent polluer l'eau. Donc, il y en a beaucoup auxquels on ne pense pas, tout en apportant aussi des solutions. Donc, c'est l'objectif de cette animation, c'est qu'ils prennent conscience d'une part de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils font, à dire, sans le savoir et qui peut polluer la rivière, et en même temps trouver des solutions pour éviter ces problèmes-là. Au niveau des journées wallonnes de l'eau, de les activités grand public, on a aussi pas mal de diversité. Ça peut passer de visites de canals d'abissage, de visites de captage d'eau, des balades le long des cours d'eau, des visites de réserves naturelles, des excursions qui font aussi visiter des aménagements. On a aussi des balades sur le Castor. Oui, donc c'est vraiment, c'est vraiment très large. L'activité est tellement large dès qu'on évoque l'eau. Oui. Absolument. Oui. Céline Tellier, les contrats rivières, ils sont indispensables, on le voit à travers toutes ces activités. Et vous avez, et ils développent de plus en plus ce qu'on appelle la culture du risque, liée forcément à ce que nous avons connu. C'est une imposition que vous leur avez demandé. Oui, c'est vrai qu'on a voulu travailler particulièrement avec les contrats de rivière sur cet enjeu d'augmenter cette culture de risque. Orienté solution, je m'inscris totalement dans la lignée de Madame Degré sur ce côté solution aussi. Aujourd'hui, les contrats de rivière, ils couvrent 96% de notre territoire wallon. Donc ce sont vraiment des acteurs qui nous permettent d'agir sur le territoire en termes de sensibilisation du grand public et de lien entre les différents enjeux. Madame évoque la question des potagers. On pourrait se dire, tiens, c'est quoi le lien avec la rivière? Mais évidemment, la façon dont on va gérer son potager, où les agriculteurs vont gérer leur culture, ça va ou non utiliser par exemple des pesticides, et en fonction de
ça, on va retrouver des pesticides dans l'eau. L'eau qu'il va falloir ensuite traiter pour qu'on puisse la boire, avec des coûts publics importants, avec parfois des traces de polluants qui restent. Donc ce cycle de l'eau, il est vraiment complet et ça nous rappelle à quel point l'eau est centrale dans notre vie évidemment quotidienne pour qu'on puisse continuer à vivre, mais aussi dans nos activités économiques, et à quel point à l'inverse, nos activités vont influencer aussi la qualité de cette eau. Donc je pense que c'est vraiment ça le message que j'ai envie de faire passer dans ces journées de l'eau, c'est se rendre compte vraiment des interactions que nous avons avec cet or bleu au quotidien, qui est essentiel, alors qu'on a historiquement un petit peu caché les rivières, on a parfois voûté aussi les rivières. C'est aussi les projets que nous voulons soutenir, c'est de redonner une place à l'eau dans notre espace public pour qu'on puisse visibiliser sa présence et aussi créer des aménagements paysagers qui peuvent être sympathiques autour de cette eau. C'est aussi un projet qui peut être très agréable aussi en matière de qualité de vie. Benoît Moulin, peut-être pour terminer, au niveau de la SWDE, ces journées de l'eau, elles se marquent d'une manière ou d'une autre? Alors, nous, ce que nous allons mettre en évidence, c'est justement l'effort dans lequel déjà 50 communes se sont inscrites dans justement la surveillance et le contrôle de leur consommation et des pertes d'eau qu'il pourrait y avoir sur leurs installations. Donc c'est ça que nous allons mettre en évidence cette année, en espérant susciter des vocations supplémentaires. Voilà, plus que jamais, elles seront là. Et j'ai envie de dire à votre santé pour terminer ce débat. Merci en tout cas à chacune et chacun d'y avoir participé. Aux Journées Wallonnes de l'eau, on va sur les sites internet des deux contrats-rivières, Vézère et Amblève-Roure. Vous aurez toute une série d'activités à trouver en famille notamment. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain via l'info. Olivier Tomezzoli sera là dès 18h. À très bientôt. Merci à vous.